J'étais à l'enterrement de ma mère. L'intérieur de cette petite église historique d'Aix-en-Provence était imprégné d'une odeur intense d'encens, de lys et, ironiquement, de lavande, la fleur préférée de ma mère. Dehors, le soleil de juillet avait blanchi le ciel provençal, mais à l'intérieur, il faisait sombre et froid. J'étais assis au premier rang. À côté de moi se trouvait mon beau-père, le maire monsieur Girard, et à côté de lui, son fils, mon demi-frère Antoine, l'incarnation même de 35 ans d'arrogance. Monsieur Girard était un homme respecté, voire craint, dans la ville. Il était en deuil parfait. Vêtu d'un costume sombre et coûteux, il pressait de temps en temps son mouchoir contre ses yeux avec une fausse tristesse. Mais je connaissais la vérité. Il n'y avait pas la moindre trace de tristesse dans ses yeux. Seulement, de l'impatience. Avant de commencer cette histoire, je voudrais que vous preniez une seconde. Si vous suivez cette chaîne, vous faites probablement partie de ceux qui aiment que justice soit faite, quel qu'en soit le prix. Mais je vous jure que la fin de cette histoire ne ressemble en rien à ce que vous attendez ou imaginez. Si vous voulez voir que la vengeance est plus qu'un plat qui se mange froid, mais aussi une œuvre d'art, assurez-vous d'être abonné et de cliquer sur la petite icône en forme de cloche. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires d'où vous me suivez, que ce soit en France ou ailleurs dans le monde. Votre soutien permet à ceux qui, comme moi, sont réduits au silence, de faire entendre leur voix. Je m'appelle Sophie, j'ai 28 ans. Ma vie tournait autour de ma petite boulangerie, le rêve de lavande, située dans une petite rue juste à côté du cours Mirabeau. Je l'avais créée avec ma mère. Elle faisait le meilleur pain à la lavande de la région et je perpétuais ses recettes en son honneur. Je me levais à 4 heures du matin, je pétrissais ma pâte et j'ouvrais la boutique à l'aube avec l'odeur des croissants frais. Ma vie était simple, mais c'était la mienne. Ma mère a lutté contre le cancer pendant 6 mois dans son lit d'hôpital. Et pendant 6 mois, chaque jour, chaque heure, je lui ai tenu la main. Je faisais tourner la boulangerie la nuit et je restais à ses côtés pendant la journée. Monsieur Girard, il était trop occupé par les affaires municipales et les réunions urgentes. Il n'est entré que 3 fois, tout au plus, dans la chambre où sa femme a rendu son dernier souffle. La cérémonie était terminée. Les derniers mots du prêtre résonnaient dans les murs de pierre. Les gens commençaient à se disperser lentement. Tous les notables de la ville, les riches propriétaires terriens, les notables locaux, étaient tous là. Ils venaient tour à mes côtés pour me présenter leurs condoléances. À ce moment-là, monsieur Girard m'a pris le bras. Il a enfoncé ses ongles doucement mais fermement dans ma peau. Ce n'était pas un geste de réconfort, mais un avertissement. Mon demi-frère Antoine s'approcha de nous, le sourire moqueur habituel sur les lèvres. Sophie, ma chérie, dit Girard d'une voix suffisamment forte pour que tout le monde l'entende, avec une fausse compassion. La perte soudaine de ta mère nous a tout profondément bouleversés. Je sais que c'est très difficile pour toi. Les dernières personnes présentes à l'enterrement s'arrêtèrent pour écouter le discours du maire. C'était exactement ce qu'il voulait. Un public. Cependant, poursuivit-il, la vie continue. Et nous avons quelques questions pratiques à régler. Dame, questions pratiques, alors que le cercueil de ma mère venait à peine de quitter l'église. Antoine s'avança d'un pas. Tu ferais bien de jeter un œil à ça, Sophie, dit-il en agitant une enveloppe officielle scellée qu'il tenait à la main. Ta mère, dit Girard en élevant davantage la voix, a eu la sagesse de mettre à jour son testament peu avant sa mort. Une peur glaciale me saisit. Quel testament? Apparemment, dit Girard, le visage tragiquement grave, ta mère était très inquiète de tes dépenses irresponsables récentes et de ton obsession pour la boulangerie. Dame dépenses irresponsables. Parlait-il des frais d'hospitalisation? C'est pourquoi, annonça-t-il, sa voix résonnant désormais dans l'église, elle a décidé de léguer toute sa fortune, ses précieux champs de lavande près de Gordes et bien sûr, la maison dans laquelle nous vivons. Tout à moi et à mon cher fils Antoine, en tant qu'héritier légaux unique. Ce que j'entendais fit basculer mon monde. Non, murmurai-je. Non, c'est impossible. Ces champs appartenaient à ma grand-mère. Ma mère. Ma mère m'a fait une promesse. Elle ne ferait jamais ça. Antoine a éclaté d'un rire dégoûtant. Ah, Sophie, tu es toujours aussi naïve. Ta mère ne voulait pas que tu mettes en péril l'héritage familial pour sauver ta petite boulangerie ratée. Elle voulait que la propriété reste entre les mains d'une vraie famille. Vous mentez, dis-je d'une voix tremblante. Vous êtes un imposteur. Le masque de fausse compassion qui recouvrait le visage de monsieur Girard tomba d'un coup. Son visage reprit l'expression froide et calculatrice du maire que je connaissais bien. Écoute-moi bien, petite fille, siffla-t-il en serrant mon bras encore plus fort. J'ai entre les mains un document légal certifié par un notaire. Quant à toi, tu n'es rien. Tu es une étrangère dans cette maison. Et maintenant, tu salis la mémoire de ma mère en nous calomniant. Il recula et s'adressa à tous les habitants du village en criant « Vous voyez, c'est de l'ingratitude. Je l'ai élevée comme ma propre fille, et elle ne respecte même pas les dernières volontés de sa mère. » Les gens me regardaient. Certains avec compassion, d'autres avec jugement.
Je n'étais qu'un boulanger face au maire. Je n'étais personne. Je te donne 24 heures pour rassembler tes affaires et quitter cette maison, me dit Girard d'une voix que moi seul pouvais entendre. Si tu ne quittes pas Aix-en-Provence, je te dénoncerai à la police pour fraude et escroquerie. Je ferai également fermer ta boulangerie. Tu m'as compris? À ce moment-là, je me suis senti brisée. Larmes ont commencé à couler sur mes joues. Ma vie était finie. J'avais perdu ma mère. J'avais perdu ma maison. Et maintenant, j'étais marquée comme un voleur, un escroc devant toute la ville. J'étais humiliée. Mais ensuite, au milieu de cette foule, sous le regard triomphant de mon beau-père, quelque chose a changé en moi. Mes larmes se sont arrêtées. Ma colonne vertébrale s'est redressée. Ce qui m'emplissait n'était plus la douleur ou le chagrin. C'était une colère pure, glaciale, acérée. Non, c'était plus que de la colère. C'était une détermination à toute épreuve. À ce moment-là, dans cette église où ma mère n'avait pas encore été enterrée, j'ai juré, je ne les laisserai pas gagner. Monsieur Girard et Antoine avaient commis une grave erreur. Ils m'avaient sous-estimé. Ils pensaient que je ne savais faire que du pain à la lavande. Mais il y avait une chose qu'ils ignoraient. Ma mère ne m'avait pas seulement appris à mélanger la farine, l'eau et le sel. Elle m'avait aussi appris à survivre sous la chaleur de la Provence et surtout à me battre, alors que j'étais sur le point d'ouvrir la bouche pour prononcer la première phrase qui allait déclencher le combat de ma vie. La lourde porte en chêne de l'église s'est ouverte bruyamment. Le courant d'air froid qui entra fit trembler les bougies de l'autel. Tout le monde se tourna dans cette direction. À la porte se tenait un homme d'une 60aine d'années, vêtu d'un costume suisse coûteux et sur mesure, aux cheveux argentés. Son visage avait des traits durs, mais ses yeux, mon Dieu, ses yeux. Ses yeux étaient identiques aux miens. Il n'était pas du village. Ce n'était pas un touriste. Il tenait dans sa main une vieille photo défraîchie. Il s'avança lentement vers moi, ses pas résonnant sur le sol en marbre. Il ignora complètement les regards étonnés de Monsieur Girard et d'Antoine. Il s'arrêta devant moi. Il fixa ses yeux dans les miens. Sophie, dit-il d'une voix riche et légèrement teintée d'accent genevois. Je m'appelle Alexandre Dubois. Ça fait très longtemps. Je crois que je suis ton vrai père. Le silence glacial qui régnait dans l'église semblait devoir durer éternellement. L'air était glacial. Même l'odeur de l'encens semblait suspendue dans l'air. Je ne pouvais détacher mes yeux de cet inconnu qui se tenait devant moi. Alexandre Dubois, je suis ton vrai père. Ces 3 mots avaient eu l'effet d'une bombe, plus puissant encore que le mensonge de Monsieur Girard dans son testament. Le premier à se remettre du choc fut bien sûr Monsieur Girard. Son visage était rouge de colère. C'était l'interruption inattendue de ses funérailles planifiées à la perfection, de son rôle tragique de veuve devant la ville. Et il détestait les interruptions. Quelle absurdité! Rugit-il, sa voix résonnant de manière irrespectueuse sur les murs du lieu sacré. Sécurité, sécurité, virez ce bouffon. Comment osez-vous perturber un enterrement? Antoine, obéissant à l'ordre de son père, passa immédiatement à l'action. Il fit un pas vers moi de son corps imposant, comme s'il voulait m'éloigner de l'étranger. Écarte-toi, Sophie. On voit bien ce que veut cet homme, grogna-t-il. Il a flairé l'argent, c'est encore un imposteur. Mais je ne bougeais pas. Mes yeux étaient toujours rivés sur ceux d'Alexandre Dubois. Dans ses yeux, je voyais la même teinte verte, le même éclat que je voyais dans le miroir depuis 28 ans. Les yeux de ma mère étaient bruns. Je m'étais toujours demandé à qui ressemblaient les miens. Il semblait ne pas avoir entendu le rugissement de Girard ni la menace d'Antoine. Il me regardait simplement. Il m'a tendu la photo défraîchie qu'il tenait dans sa main. Je l'ai prise d'une main tremblante. Sur la photo, il y avait ma mère. Mais ce n'était pas la mère que je connaissais. Elle avait une 20aine d'années, elle portait une robe d'été, des fleurs sauvages dans les cheveux. Et à ses côtés, une version beaucoup plus jeune de l'homme qui se tenait devant moi. Ils étaient assis dans un champ de lavande et ils souriaient. Et ma mère le regardait avec un amour que je ne lui avais jamais vu porter à Monsieur Girard. Au dos de la photo, il y avait une date écrite de la main élégante de ma mère. S. 1995. Pour toujours. Un an avant ma date de naissance. C'est vrai. Murmurai-je. Bien sûr que c'est vrai. Répondit Alexandre d'une voix calme et précise. Le calme d'un banquier concluant un accord de plusieurs millions d'euros. Et vous, Monsieur Girard, dit-il en tournant son regard vers le maire, vous savez très bien qui est la vraie famille d'Isabelle. Girard resta figé. Cette fois, son silence n'était pas dû à la colère, mais à la peur d'être reconnu. Il connaissait cet homme. Maintenant, dit Alexandre, si vous voulez bien nous excuser, j'ai des choses à discuter en privé avec ma fille. Antoine s'interposa à nouveau. Votre fille, elle ne va nulle part. Alexandre, sans même détourner le regard, leva la main. À vous, dit-il d'une voix glaciale, je ne le répéterai pas 2 fois. À ce moment-là, je vis l'arrogance d'Antoine s'évanouir. Antoine avait toujours compté sur la puissance de son père.
Mais maintenant, il se trouvait face à une autorité brute que même son père craignait. Alexandre se tourna vers moi. Sophie, s'il te plaît. Il tendit le bras. J'avais deux options. Soit je restais ici, à la merci de ces hommes qui menaçaient de me dépouiller de tout ce que j'avais et me traitaient ouvertement d'imposteur. Soit je partais à la poursuite du plus grand mystère que j'avais jamais vu en prenant la main de cet inconnu. Je regardais la main de monsieur Girard qui tenait mon bras, puis celle qu'Alexandre me tendait. Lâchez-moi, ai-je dit à Girard. Ma voix avait pris une assurance que je ne m'attendais pas à avoir. Les ongles de Girard s'enfonçaient dans ma peau. Sophie, siffla-t-il avec une colère que moi seul pouvais entendre, si tu franchis cette porte avec cet homme, tu ne remettras plus jamais les pieds à Aix-en-Provence. Je te détruirai. Je démolirai ta petite boulangerie au bulldozer dès le lendemain. Alors détruisez-la, dis-je en le regardant dans les yeux. La détermination glaciale qui m'habitait se reflétait désormais dans mes paroles. Vous savez que je n'ai plus rien à perdre. Mais vous êtes sur le point de tout perdre. Je repoussai sa main de mon bras, et je pris Alexandre Dubois par le bras. Ensemble, nous nous dirigeâmes vers la porte principale de l'église. Les derniers villageois restants s'écartèrent pour nous laisser passer, animés par la curiosité avide que suscite un scandale. J'entendis Antoine dire « Mais, papa », et pour la première fois de ma vie, j'ai senti que Girard ne savait pas comment lui répondre. Le soleil de Provence m'aveugla. Alexandre me conduisit vers une Mercedes noire brillante garée juste devant l'église. La plaque d'immatriculation était suisse. Le chauffeur ouvrit la porte. Nous sommes montés, alors que la voiture descendait silencieusement le cours Mirabeau. J'ai vu dans le rétroviseur les silhouettes furieuses et de plus en plus petites de Girard et Antoine qui se tenaient devant la porte de l'église. La voiture s'est arrêtée devant l'un des hôtels les plus luxueux d'Aix, la Villa Galicie. Le chauffeur nous a ouvert la porte. Nous sommes entrés silencieusement dans le hall recouvert de marbre et avons pris un ascenseur privé pour monter à la suite du dernier étage. La chambre était plus grande que toute ma maison. Depuis la terrasse, on pouvait voir tout Aix-en-Provence et, au loin, la montagne Sainte-Victoire. Alexandre ôta sa veste. « Assieds-toi, Sophie. »« Je sais. C'est trop. Pourquoi ?» ai-je demandé, la voix encore tremblante. « Pourquoi maintenant ? Où étiez-vous pendant 28 ans ?» Alexandre a pris une profonde inspiration. Il s'est dirigé vers la terrasse et a posé ses mains sur la balustrade. « Ta mère et moi, dit-il, nous nous aimions plus que tout au monde. Elle était la fille des champs de lavande, moi un stagiaire ambitieux dans une banque à Genève. Quand nous nous sommes rencontrés, le monde s'est arrêté. Il commença à raconter. Il m'a raconté comment était monsieur Girard à l'époque. Girard était un politicien ambitieux qui gravissait les échelons au conseil municipal et qui était obsédé par ma mère, ou plutôt par les champs stratégiques que possédait la famille de ma mère. Quand ta mère est tombée enceinte, dit Alexandre d'une voix étouffée, nous avons voulu nous marier. Mais Girard l'a appris. Il a menacé Isabelle. Il ne l'a pas seulement menacée, il m'a menacé aussi. Il m'a accusé de transactions financières illégales et a menacé de mettre fin à ma carrière en Suisse avant même qu'elle ne commence, et de confisquer les champs de la famille de ta mère au nom de l'intérêt public. Il s'interrompit et se tourna vers moi. Ses yeux étaient remplis de douleur. Isabelle a dû faire un choix. Pour me protéger, moi et l'enfant à naître. Elle a fait le plus grand sacrifice qui soit. Elle m'a quitté. Elle ne m'a plus jamais adressé la parole et, un mois plus tard, elle a épousé monsieur Girard. Elle m'a dit qu'elle préférait l'argent à moi. Pendant des années, j'y ai cru. Mais, dit Alexandre, elle m'a laissé un mot en partant. Juste 2 mots, pardonne. N'oublie pas. Et cette photo. Je me suis levée de ma chaise. Mais pourquoi ? Pourquoi maintenant ? Parce que je n'ai jamais cessé de la suivre, Sophie. J'ai bâti ma carrière, ma fortune, mais je l'ai toujours observée de loin. J'ai vu comment Girard l'avait enfermée dans une cage. Je ne pouvais pas l'approcher, parce que c'était ce qu'elle voulait. Il savait que la menace de Girard était toujours d'actualité. Mais, dès que j'ai lu son avis de décès sur Internet, j'ai compris que le pouvoir de Girard avait pris fin. J'ai immédiatement pris le premier avion, dit-il. Je suis venu pour te retrouver, mais je n'aurais jamais imaginé me retrouver au milieu d'un enterrement et d'un vol de testament. Je lui ai raconté l'histoire du faux testament de Girard, comment il m'avait chassé de la maison et s'était approprié les champs et la maison. Le visage d'Alexandre passa d'une expression paternelle à un masque de banquier glacial. Les champs de lavande, dit-il en insistant sur les mots. Il a toujours voulu ces champs. La famille d'Isabelle ne lui aurait jamais vendu ces terres protégées. Il les a donc saisis grâce à un faux testament. Je l'ai regardé. La colère froide qui m'habitait avait désormais trouvé un allié. Et quel allié ? C'est un faux, Sophie, dit-il d'une voix claire. Et si un homme comme Girard fait un faux, c'est qu'il y a bien plus qu'un simple héritage derrière tout ça. Il veut ces champs pour une raison précise.
Il tendit la main vers le téléphone posé sur son bureau. Je vais appeler mon équipe juridique à Genève. Je vais engager les meilleurs détectives privés et experts comptables judiciaires de France. Il se tourna vers moi, le feu dans ses yeux reflétant le mien. Ta mère a sacrifié sa vie pour nous protéger. C'est maintenant à notre tour, Sophie. Nous n'allons pas nous contenter d'annuler ce testament. Nous allons découvrir pourquoi M. Girard a désespérément besoin de ces champs. Il s'arrêta et un sourire cruel se dessina sur son visage. Et ensuite, nous l'enterrerons vivant devant tout Aix-en-Provence. Le lendemain matin, la luxueuse suite de la Villa Galicie ressemblait davantage à une salle de guerre qu'à une chambre d'hôtel. Alexandre, mon père, avait mobilisé en une nuit tous ses contacts à Genève et à Paris. Il n'était plus un homme émotif pleurant la perte d'un amour, mais un stratège impitoyable à la tête d'un empire. Et j'étais son nouveau soldat, le plus ambitieux. Sur notre table du petit déjeuner, il n'y avait pas de croissant ni de café, mais des documents juridiques, des cartes d'Aix-en-Provence et 2 nouveaux visages. Sophie, dit Alexandre, voici Maître Dupont. Elle vient de Paris. C'est la meilleure avocate en droit successoral et immobilier de France. Quand elle a entendu parler de Girard, elle a pris elle-même l'avion à 4 heures du matin pour venir s'occuper de l'affaire. Maître Dupont était une femme d'une 50aine d'années, vêtue avec élégance, dont le regard ne laissait transparaître aucune pitié. Elle me tendit la main, et notre poignée de main ressemblait à la signature d'un contrat. Mademoiselle Dubois, dit-elle, utilisant délibérément le nom de famille de mon père. Cela me plut. Le testament de votre mère est la tentative de falsification la plus amateur que j'ai jamais vue. Il est trop négligé pour un maire. Nous allons régler cette affaire comme un jeu d'enfant. Alexandre sourit. Et voici Monsieur Blanc. Le deuxième homme assis à la table était l'opposé de Maître Dupont. Il portait une veste en lin froissé et son visage était brûlé par le soleil de Provence. Il ressemblait à un commandant de gendarmerie à la retraite. Blanc, dit Alexandre, connaît la région comme sa poche. Il a travaillé pendant 20 ans à la brigade criminelle de Marseille. Aujourd'hui, il est consultant privé. Autrement dit, c'est un expert dans l'art de dénicher les secrets inavouables de types comme Girard. Monsieur Blanc se contenta de hocher la tête et de prendre une gorgée de café. Il semblait peu loquace, mais très observateur. Très bien, dis-je en me penchant vers la table. Cette froide détermination s'était emparée de tout mon corps. Par où commençons-nous? Maître Dupont poussa une copie du testament vers moi. La première étape est juridique. Nous allons nous rendre chez le notaire qui a rédigé le testament. La signature sur le document sera comparée à celle que votre mère a apposée au cours des 6 derniers mois, c'est-à-dire pendant sa chimiothérapie. Nous verrons dans quelle mesure sa signature est cohérente sous l'effet de ces médicaments. Si le notaire ne coopère pas, et c'est le notaire de Girard, nous l'inclurons dans le procès. Il sera radié du barreau. Cela ralentira Girard, dit Alexandre, mais ne l'arrêtera pas. Il nous faut une raison. Pourquoi ces champs? Blanc? Monsieur Blanc étala sur la table un grand plan cadastral de Gordes et de ses environs. Les champs de lavande de ma mère étaient entourés d'un cercle tracé au crayon rouge. Ici, dit Blanc en touchant la carte de son doigt qui sentait le tabac. Ici, c'est une zone agricole protégée. Vous ne pouvez donc pas y planter ne serait-ce qu'un clou. Seulement de la lavande. Le grand-père de votre mère a passé des années à obtenir ce statut. Alexandre fronça les sourcils. Alors Girard s'est emparé d'un terrain protégé. C'est absurde. Il ne peut rien y faire. Pour l'instant, répondit Blanc. Attendez, dis-je. Tout le monde à table se tourna vers moi. Je fouillais ma mémoire. Les derniers mois de ma mère, les réunions urgentes de Girard. Quand ma mère était à l'hôpital, dis-je, Girard organisait souvent des réunions sur le plan d'urbanisme à la mairie. Antoine ne cessait de parler d'augmenter le potentiel de la région et de se débarrasser des anciennes lois. Maître Dupont et Monsieur Blanc se regardèrent. Modification du plan d'urbanisme, murmura Dupont. Si le maire parvient à faire passer au conseil municipal un vote visant à transformer le statut de protection de ces zones en statut commercial. Alors ces terres agricoles sans valeur, termina Alexandre, deviendraient soudainement un terrain commercial valant des dizaines de millions d'euros. Exactement, dit Blanc. Et il n'y a qu'un seul moyen pour un maire d'y parvenir, le pot de vin. Aux membres du conseil municipal et probablement à des instances supérieures. Mais pourquoi maintenant? Demandai-je. Pourquoi tant de précipitation? À ce moment-là, mon téléphone a sonné dans la chambre d'hôtel. Je l'ai sorti de ma poche. C'était mon apprenti boulanger, le jeune Luc. Sophie. Sophie, où es-tu? Il était paniqué. Les agents municipaux sont là. Ils sont en train de mettre les scellés sur la boutique. J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Quoi? De quel droit? Je ne sais pas. Ils ont un papier. Ils disent violation des règles sanitaires urgentes. Ils prétendent avoir trouvé de la morora. Mais Sophie, nous n'avons rien de tel, je te le jure, tout est impeccable. Antoine est là, il leur montre le chemin en souriant. J'ai raccroché.
Je sentais mon visage devenir livide. Que s'est-il passé? A demandé Alexandre. Girard, ferme ma boulangerie, ai-je répondu. En ce moment même, sous prétexte d'une fausse infraction sanitaire, Antoine est là-bas. Le visage d'Alexandre s'est crispé. Mais ensuite, il a souri. C'était ce sourire cruel. Parfait, a-t-il dit. Je l'ai regardé. Parfait. Mon père, cette boulangerie est tout ce que j'ai. Non, Sophie, dit-il en me prenant la main. C'était ton passé. Plus maintenant. Le fait que Girard fasse ça maintenant montre qu'il panique. Il pense que tu es toujours cette petite boulangère et qu'il peut te faire peur et te faire fuir en te tyrannisant. Il ne sait pas que tu as le soutien d'une banque suisse et du meilleur avocat de Paris. Maître Dupont finit son café. C'est même mieux ainsi. Nous ajouterons les chefs d'accusation pression sur un témoin et abus de pouvoir à notre dossier. Monsieur Blanc se leva. Il est temps que je me mette au travail. Si un maire veut modifier un plan d'urbanisme, il a besoin d'argent. Et s'il a besoin d'argent, c'est qu'il est en pourparlers avec quelqu'un. Je vais suivre Antoine. Les jeunes font toujours des erreurs. Je me levai également. Non, je vais à ma boulangerie. Alexandre hésita. Sophie, cela pourrait être dangereux. Non, dis-je avec une détermination à toute épreuve. Girard pense que je vais prendre peur et m'enfuir. Mais je ne m'enfuirai pas. Je vais aller à la boulangerie. Je vais voir le seau. Je vais laisser les habitants du village me voir. Je vais regarder Antoine en face. Et puis, je reviendrai vous attendre. Vous devez être meilleux, mais je serai aussi vos oreilles. Dans ce village, vous ne pouvez pas entendre ce que j'entends. Alexandre me regarda longuement. Une expression de fierté apparut sur son visage. Tu es autant la fille de ta mère que la mienne. Va, mais sois prudente. Je suis sortie de l'hôtel. J'ai marché le long du cours Mirabeau jusqu'à ma boulangerie. Que ressentiriez-vous à ma place? Si vous voyiez toute votre vie, tout, votre travail, vous être retiré d'un simple coup de tampon, abandonneriez-vous à ce moment-là ou cela vous donnerait-il encore plus de force? Vous connaissez ma réponse. En retournant dans la rue, je l'ai vu. Ce horrible seau rouge était apposé sur ma porte, sur laquelle était inscrit le rêve de lavande. Les véhicules de la police municipale étaient partis, mais Antoine était assis dans un café, savourant sa victoire. Il m'a vu. Il a levé son verre avec un sourire dégoûtant. Je ne l'ai pas quitté des yeux, pas même une seconde. Je me suis dirigé vers lui. Je me suis arrêté devant sa table. Tu sais que c'est la plus grosse erreur de ta vie, n'est-ce pas? Lui ai-je demandé d'une voix si froide et calme que je m'en suis moi-même étonné. Le sourire d'Antoine s'est effacé. Qu'est-ce que tu racontes, Sophie? Va-t'en, sinon j'appelle la police. Appelez-les, ai-je répondu. Je leur raconterai comment le fils du maire s'est vanté des champs protégés qui seront bientôt déclarés zone commerciale. Le visage d'Antoine est devenu livide. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Non, Antoine, lui dis-je en me penchant vers lui. Il y avait beaucoup de choses que je ne savais pas, mais maintenant je les apprends. Dites-le à votre père. Il voulait la guerre. C'est lui qui l'a déclenchée. Je me suis retourné et je suis parti. Quand je suis revenu à l'hôtel, Monsieur Blanc m'attendait. Il avait un léger sourire aux lèvres. Antoine a commis une erreur, m'a-t-il dit. Après avoir quitté la boulangerie, il a passé un coup de fil dans la panique. Je l'ai suivi. Il a rencontré deux hommes dans un hôtel. Il y avait un logo sur leur mallette. Euromarché, la plus grande et la plus impitoyable chaîne d'hypermarchés de France. Voilà, dit Alexandre. C'est ça, le plan. Girard a volé les champs de ta mère, pour y construire un immense hypermarché, Euromarché. Ce mot resta suspendu dans l'air, au milieu de la luxueuse suite de la Villa Galicie. Ce n'était pas seulement le nom d'une chaîne d'hypermarchés, c'était le nom de l'un des géants corporatifs les plus impitoyables et les plus importants de France. Quand ils décidaient de s'implanter dans une région, rien ne pouvait les arrêter, ni les petits commerçants, ni les terres protégées. Alexandre, mon père, frappa du poing sur la table. Mais ce n'était pas un coup de poing de colère, c'était le moment de satisfaction qu'éprouve un chasseur lorsqu'il a repéré sa proie. Bien sûr, dit-il, c'est pourquoi Girard avait besoin d'un faux testament dont personne ne se souciait. Euromarché veut ses champs de lavande, cette colline stratégique juste à la sortie d'Es, juste à côté de l'autoroute principale qui passe par là. Un projet de plusieurs milliards d'euros. Maître Dupont, l'avocat, sortit immédiatement sa calculatrice. La valeur des champs en tant que terrain protégé est, disons, de 200 000 euros. S'ils sont reclassés en zone commerciale, leur valeur grimpe instantanément à 30 millions d'euros, peut-être même 50. Et Girard, dis-je avec une lucidité glaciale, a falsifié le testament de ma mère pour s'approprier la totalité de ce profit. Et il a essayé de me chasser de la ville, moi, son seul héritier légitime, comme un imposteur. Nous voyons maintenant le tableau dans son ensemble. Dit Alexandre. Ses plans sont simples et impitoyables. 1. S'emparer des champs grâce à un faux testament. 2. Modifier le statut d'urbanisme en utilisant son autorité de maire. 3.
vendre les champs à Euromarché et empocher l'argent. Mais il y a un problème, dit Monsieur Blanc, l'ancien gendarme. Il manque une pièce du puzzle. La pièce la plus importante. Nous l'avons regardée. La corruption. Dit Blanc. Girard est peut-être maire, mais il n'est pas roi. Il a besoin d'un vote du conseil municipal pour modifier le zonage. Tout le monde dans ce conseil n'est pas de son côté. Il doit acheter. Ce vote. Voilà, dit Alexandre, c'est justement mon domaine d'expertise. L'argent. Blanc, je veux tous les comptes bancaires de Girard et d'Antoine. Offshore, Suisse, Luxembourg. Tout. Blanc rit. J'ai déjà vérifié, monsieur Dubois. Girard est un homme politique. Il ne dépense pas un centime pour son compte personnel. Ses comptes sont aussi propres que ceux d'une religieuse. Mais son fils, Antoine. Blanc jeta un dossier sur la table. Antoine Girard a créé il y a 3 mois une société de conseil appelée AG Conseil. Juste au moment où votre mère a commencé à avoir des problèmes de santé. Maître Dupont attrapa le dossier. Une société fictive. Une société écran. Quel est son domaine d'activité? Conseil en développement régional et aménagement du territoire. Répondit Blanc avec un sourire moqueur. Comme c'est approprié, n'est-ce pas? Et au cours des 3 dernières semaines, poursuivit Blanc, cette société écran, enregistrée au Luxembourg, a reçu 2 millions d'euros de frais de conseil. D'une autre société écran, Europa Investissement. Europa Investissement. Dit Alexandre en sortant son téléphone et en tapant rapidement quelque chose. Un fonds écran connu pour être utilisé par Euromarché pour ses opérations immobilières. D'accord. L'argent leur est parvenu. Maintenant, où va cet argent? Que fait Antoine avec ces 2 millions? Blanc haussa les épaules. Pour l'instant, il garde l'argent. Il le met probablement de côté pour le distribuer juste après le vote. Il ne paiera pas avant d'être sûr du résultat du vote. Quand aura lieu le vote? Demandai-je. Maître Dupont se tourna vers son ordinateur. Je passe en revue les registres du conseil municipal. La réunion ordinaire devrait avoir lieu à la fin du mois, mais, voilà. Girard a demandé une réunion extraordinaire avec pour ordre du jour projet de développement régional urgent et prioritaire. Date 13 juillet. Le 13 juillet. Murmurai-je. La veille du 14 juillet. Bien sûr, dit Alexandre. C'est la fête nationale. Tout le monde sera concentré sur les célébrations, personne ne prêtera attention à ce qui se passe à la mairie. Il fera passer le vote en silence, signera le document et, le 14 juillet, il annoncera la bonne nouvelle aux habitants depuis le balcon de la mairie. Il sera le maire héroïque qui aura apporté des investissements à la Provence. Je m'arrêtai. À ce moment-là, je sentis que le cours de l'histoire avait complètement changé. Il ne s'agissait plus de moi, de mon père ou de l'héritage de ma mère. Il s'agissait d'une grande entreprise qui allait arracher le cœur d'une ville, ses champs de lavande. Le rêve de ma mère. Et je n'avais que moins de 2 semaines pour l'empêcher. À ce stade, je voudrais vous reposer la question. Car il ne s'agissait plus seulement de récupérer une boulangerie. C'était une guerre contre un empire. J'ai plus que jamais besoin de votre soutien. Si vous voulez voir comment la justice lutte contre un pouvoir aussi puissant, contre une corruption aussi profondément enracinée, comment le sourire de victoire s'efface du visage de ces hommes arrogants, alors, dès maintenant, cliquez sur le bouton s'abonner. Rejoignez la chaîne. Car à partir de là, il n'y a plus de retour en arrière possible. Très bien, dis-je en me redressant sur ma chaise. Nous avons 2 semaines. Nous savons que l'argent est chez Antoine. Nous savons que le vote aura lieu le 13 juillet. Mais nous ne savons pas à quel membre du Parlement l'argent ira. Nous avons besoin de preuves. Exactement, dit Blanc. Girard a besoin du vote. Mais Antoine est trop lâche pour remettre l'argent en main propre. Il fera un virement bancaire. Mais à qui? Quels membres de l'Assemblée sont à vendre? Maître Dupont dit le procès pour le testament est en cours, mais cela n'empêchera pas le vote. C'est une procédure judiciaire. La nôtre, en revanche, est une contre-opération. Qui a-t-il à l'Assemblée? Demanda Alexandre. Qui sont les personnes clés? C'est là que j'interviens. Dis-je. Tous les 3 se tournèrent vers moi. Vous êtes étranger ici, dis-je. Maître Dupont est parisien, Monsieur Blanc est marseillais. Vous connaissez les comptes bancaires, les textes juridiques. Mais moi, je connais cette ville. Je connais les membres du conseil municipal. Je sais qui est honnête, qui est cupide, qui est lâche. J'ai pris la carte d'Aix-en-Provence qui se trouvait sur la table. Regardez, Madame Brunel. Elle est âgée, traditionnaliste. Elle mourrait plutôt que de vendre ses terres, elle ne les vendra jamais. Monsieur Leblanc, tout le village sait qu'il a des dettes de jeu. C'est la première cible de Girard. Mais ce n'est pas lui le personnage clé. Je posai mon doigt sur un nom, Madame Valette. Elle est au centre. Ce qu'elle dit est loi. Les gens lui font confiance. Si Girard parvient à convaincre Valette, il remportera le vote. Alors, comment allons-nous convaincre Valette? Demanda Alexandre.
On ne peut pas la convaincre, répondis-je. Elle est honnête. Mais nous devons découvrir ce que Girard lui a proposé. Ce n'est peut-être pas de l'argent, mais une promesse. Comment vas-tu l'approcher? Demanda Blanc. Tu es désormais l'ennemi du maire. Il ne te parlera pas. Il ne me parlera pas. Dis-je, ma détermination se renforçant à mesure que l'idée me venait à l'esprit. Mais je peux entrer chez lui. Quoi? Dit Alexandre, inquiet. Mon apprenti Luc, répondis-je. Le garçon qui m'a appelé hier. Il pleurait quand on a mis les scellés sur ma boulangerie. Sa mère. Sa mère est domestique et cuisinière chez Madame Valette depuis 20 ans, 3 jours par semaine. Et Luc va souvent là-bas pour aider sa mère. Le visage de Monsieur Blanc s'illumina d'une excitation semblable à celle qu'il avait connue au début de sa carrière. Les domestiques, dit-il. Les cuisiniers. Ils entendent tout. Ils voient tout. Tout à fait, répondis-je en prenant mon téléphone. Luc ne me déteste pas. Il déteste Girard. Je vais lui dire que nous avons une chance de récupérer notre boulangerie. Je vais demander à sa mère de simplement l'écouter. Alexandre me regarda, le regard empreint d'inquiétude et de fierté. Sophie, c'est dangereux. Tu mets ces enfants et leur mère en grand danger. Je sais, répondis-je en composant le numéro de Luc. Mais s'il y a une chose que j'ai apprise en Provence, c'est que pour protéger le lavant, il faut parfois se frotter au serpent. Dans la suite de l'hôtel, l'atmosphère était pesante tandis que je composais le numéro de Luc. Sophie, attends une seconde. Dit Alexandre, mon père. Sa voix était grave. Tu comprends ce que cela signifie d'impliquer le garçon et sa mère dans cette affaire, n'est-ce pas? Nous avons des avocats, de l'argent, des gardes du corps. Eux n'ont rien. Si Girard comprend que des informations ont fuité de chez Madame Valette, il les détruira en premier. Ai-je complété? Je sais. Mais nous n'avons pas d'autre choix. Maître Dupont, votre bataille juridique pourrait durer des mois devant les tribunaux. Nous avons jusqu'au 13 juillet, soit 9 jours. Pour arrêter le vote, nous avons besoin de la vérité, pas de la loi. Monsieur Blanc, l'ancien gendarme, intervint. Elle a raison, monsieur Dubois. Pour conquérir une forteresse, il faut quelqu'un à l'intérieur. Toujours. Je regardais mon téléphone. Je devais prendre ce risque. Je mettrais en danger la vie de Cécile, la mère de Luc, cette femme honnête et discrète. Mais je ne pouvais pas non plus laisser Girard gâcher la vie de tout le village. J'ai appelé Luc. Il a répondu à la deuxième sonnerie. Sophie. Sa voix était rauque, comme s'il avait pleuré. Luc, c'est moi. Ça va. La boulangerie. Notre boulangerie a disparu, Sophie. Murmura-t-il. Ma mère a vu le seau. Elle est effondrée. Tout ce travail. Je sais, Luc. Je sais. Et je ne laisserai pas les responsables s'en tirer comme ça. Ai-je répondu. Mais pour l'instant, j'ai besoin de ton aide pour quelque chose de plus important que la boulangerie. Il hésita. Quelle aide? Je lui ai tout raconté. L'Euromarché, le faux testament, les champs protégés, et le vote secret du 13 juillet. Girard a besoin d'une voix décisive pour gagner, dis-je. Celle de Madame Valette. Il ne peut pas lui offrir d'argent, Valette est honnête. Mais il doit la contraindre d'une autre manière. Ta mère est chez elle. Elle doit entendre ce qu'ils se disent. Il y eut un long silence au bout du fil. Je n'entendais que la respiration saccadée de Luc. Sophie. C'est très dangereux, dit-il. Ma mère. Elle n'est qu'une cuisinière. Si elle se fait prendre, Girard la détruira. Il nous chassera d'ess. Tu as raison, dis-je, d'une voix aussi calme que possible. Alors, si tu dis non, je ne reviendrai plus jamais là-dessus. Je te le promets. Oublie le four, oublie tout. Je trouverai un autre moyen. Un nouveau silence s'installa. Non, dit-elle soudainement, d'une voix différente. Elle n'était plus tremblante, mais furieuse. Ce salaud. Il a volé notre four. Il a volé 20 ans de travail de ma mère. Et maintenant, il va vendre le village? Non. Il prit une profonde inspiration. Ma mère. Elle aime Madame Valette. Elle la traite comme un membre de sa famille. Si cette femme est en danger, ma mère veut le savoir. Je vais lui parler. Que devons-nous faire? Je ressentis un immense soulagement. Rien, répondis-je. Physiquement, rien. Pas d'enregistreur, pas de téléphone, pas de prise de notes. Elle doit juste écouter. Quand Girard ou Antoine parle-t-il à Valette? Que disent-ils? Quels mots utilisent-ils en particulier? Un nom, un lieu, une date. Le moindre indice. D'accord. Dit Luc. Je comprends. Ma mère a une bonne mémoire. Elle sera là demain matin pour le ménage et le repas. Je te tiendrai au courant. Je raccroche le téléphone. Je me suis tourné vers les 3 visages qui me regardaient dans la pièce. On est dedans. Les 3 jours qui suivirent furent les plus longs de ma vie. Maître Dupont, accompagné d'un expert en graphologie judiciaire venu de Paris, fit une descente officielle chez le notaire.
Le notaire était l'homme de Girard, il était en sueur. L'expert compara les signatures apposées par ma mère à l'hôpital au cours de ces derniers mois et la fausse signature figurant sur le testament. Ceci, dit l'expert en levant sa loupe, n'est pas seulement un faux, c'est un faux épouvantable. La personne qui a apposé cette signature a essayé d'imiter le tremblement de la main de votre mère, mais elle l'a fait avec le contrôle d'une main saine. C'est une preuve de premier ordre. Maître Dupont sourit. Parfait. Nous allons faire annuler le testament. Le procès aura lieu dans 2 mois. 2 mois, m'écriai-je, horrifié. Le vote aura lieu dans 9 jours. Malheureusement, Sophie, dit Dupont, la justice n'est pas rapide. Le procès pour le testament est une chose, le vote sur le projet immobilier en est une autre. Pour arrêter le vote, il nous faudrait une bombe. Au même moment, Monsieur Blanc suivait Antoine. Mais Antoine avait compris. Après ce jour-là, il n'a plus revu les responsables d'Euromarché. Savez-vous ce qu'il faisait? Il dépensait son argent. Les goûts du jeune homme sont coûteux, dit Blanc à son retour à l'hôtel. Il a loué un yacht à Marseille. Il s'est acheté une nouvelle voiture de sport. Il dépense les 2 millions d'euros de la société Écran comme s'il s'agissait de l'argent de son père. C'est un imbécile. Mais il est aussi prudent. Il ne verra personne avant le vote. Tout notre espoir reposait sur cette femme silencieuse dans la cuisine de Madame Valette. Sur Cécile. 6 jours avant le vote, à 10 heures du soir, mon téléphone a sonné. C'était un numéro masqué. Sophie, c'était Luc. Il appelait d'un téléphone public. Sa voix n'était qu'un murmure. Luc, que s'est-il passé? Ta mère va bien. Elle va bien, répondit-il, essoufflé. Mais, elle a entendu quelque chose d'horrible. Qu'a-t-elle entendu? Girard était-il là? Oui, il est arrivé cet après-midi. Il a appelé Madame Valette dans son bureau, quand ma mère s'est approchée de la porte pour lui apporter du café. Ils se disputaient. Que disait-il? Valette pleurait. Elle disait « Je ne peux pas faire ça, Robert. C'est illégal. C'est une trahison envers toute la ville. » Qu'a répondu Girard? Girard, Harry, a dit Luc, la voix tremblante de colère. Ma mère n'a pas bien entendu, mais... Il a dit, si le vote est négatif, combien de temps crois-tu que le journal Le Monde à Paris se souviendra de ce que ton fils a fait sur ce chantier à Marseille? Je suis resté figé. Son fils? Son fils à Paris. Oui, répondit Luc. Le fils de Valette est un grand architecte, vous savez. Ma mère a entendu Girard parler de l'échafaudage qui s'est effondré, et de faux rapports de sécurité. Et puis il a dit la chose la plus horrible. Quoi donc? Girard a dit, tu as signé pour sauver la carrière de ton fils, Valette. Maintenant, tu vas voter pour le sortir de prison. Ma main qui tenait le téléphone était glacée. Je comprends, ai-je dit. Luc, ta mère est une héroïne. Maintenant, disparaissez tous les deux. Éloigne-toi de ce téléphone public. Ne rentre pas chez toi. Je vais t'envoyer une adresse par SMS. C'est l'un des refuges d'Alexandre. Restez-y jusqu'à la fin du vote. Ne sortez sous aucun prétexte. Mais Sophie, je te le promets, Luc, ai-je dit. Nous allons récupérer notre boulangerie. Mais d'abord, je dois protéger ta mère. Tout de suite. Je raccrochai le téléphone. Je me suis tourné vers l'équipe qui m'observait dans la pièce. Nous avons la bombe. Ai-je dit. Le visage d'Alexandre était sombre. C'est du chantage. C'est mieux que la corruption, dit Monsieur Blanc. La corruption est difficile à prouver. Mais le chantage est une arme. Et Girard vient de nous avouer comment il s'en est servi. Que faisons-nous? Demanda Maître Dupont. Allons-nous voir Valette pour lui proposer notre aide? Non, répondis-je, avec une froide détermination, tout en mettant en place la dernière pièce du plan. Si nous y allons maintenant, nous alerterons Girard. Il niera le chantage, repoussera le vote et trouvera un autre moyen. Je regardai le calendrier du 14 juillet posé sur la table. Le jour de la prise de la Bastille. Le jour où Girard prononcerait son discours de victoire. Non, ai-je répondu. Nous ne l'arrêterons pas. Nous le laisserons procéder au vote. Nous le laisserons gagner. Alexandre m'a regardé. Sophie, c'est de la folie. S'il remporte le vote, les champs seront perdus. Il va gagner le vote, ai-je dit, mais il ne pourra pas savourer sa victoire. Nous ne le battrons pas au tribunal, à huis clos. Le sourire impitoyable que j'avais appris de mon père s'est dessiné sur mon visage. Nous le détruirons le 14 juillet, devant toute la ville, sur le balcon de la mairie, alors qu'il prononcera son discours de victoire. Je regardais les 3 personnes assises dans le luxueux fauteuil de la suite d'hôtel. Mon père Alexandre, mon avocat Maître Dupont, et l'ancien gendarme Monsieur Blanc. Ils avaient tout le même regard, la stupéfaction. Je ne comprends pas, dit Maître Dupont en retirant ses lunettes et en les posant sur la table. Que voulez-vous dire par nous allons le laisser voter? Sophie, si ce vote passe, le vote passe. Le plan d'urbanisme change. Girard vend ses terrains à Euromarché.
Même si nous prouvons le chantage, une fois la vente conclue, il est pratiquement impossible de revenir en arrière. Nous aurons à faire face à des millions d'euros de dommages et intérêts. Maître Dupont a raison, dit Alexandre. Sa voix était inquiète. Ma fille, nous avons trouvé une bombe pour l'arrêter. Nous devons maintenant utiliser cette bombe. Nous allons voir Madame Valette, nous lui dirons que nous sommes au courant du chantage. Nous la mettrons sous protection. Elle parlera au conseil municipal et dénoncera Girard. Et ensuite, demandai-je, ma voix plus calme que celle de tous les autres dans la pièce. Cette froide détermination avait pris le dessus sur toute ma raison. Que se passera-t-il? Demanda Dupont. Girard sera arrêté. Non, dis-je. Girard accusera Valette d'être sénile. Et stressé. Il divulguera le scandale concernant son fils à la presse et dira « c'est pour cela qu'elle m'a calomnié ». Les autres membres corrompus du Parlement le soutiendront. Le vote sera reporté. Il annulera son accord avec Euromarché et trouvera une autre société écran. Et 6 mois plus tard, pendant que nous nous occuperons du procès pour le testament, il aura trouvé un autre moyen de vendre ses terres. Je m'arrête, me lève et me dirige vers la terrasse qui donne sur Aix-en-Provence. Vous le voyez comme un homme politique, dis-je. Ce n'est pas un homme politique, c'est un serpent. Et pour écraser la tête d'un serpent, il faut attendre qu'il sorte complètement de son trou. Quelle est la plus grande force de Girard? Ai-je demandé en me tournant vers eux. Sa force, c'est son bureau à la mairie. Sa force, c'est le respect que lui porte la population du village. Sa force, c'est son masque je travaille pour S. Si nous lui prenons seulement ses terres, ce masque restera en place. Ce ne sont pas les champs que je veux. Ce que je veux, c'est que ce masque tombe. Ce que je veux, c'est tout. Monsieur Blanc, l'homme assis silencieusement à la table, sourit pour la première fois. Donc, dit-il, vous ne voulez pas un procès, mais une exécution. Moi, dis-je, je veux la justice. Une justice publique. Nous l'achèverons devant la ville qu'il aime tant, sur le balcon auquel il fait tant confiance. Alexandre me regarda longuement. L'inquiétude sur son visage fit lentement place à l'admiration. D'accord, dit-il. Quel est le plan, Sophie? Que ferons-nous le 14 juillet? Je retournai à la table. Je rouvris le cadastre. Voici le plan, dis-je. Le vote aura lieu le 13 juillet. Girard va gagner. Probablement à l'unanimité, grâce au vote de Madame Valette, le cœur brisé. Il sera grisé par la victoire. Le 14 juillet, jour de la Bastille, à midi, il montera sur le balcon de la mairie et annoncera la bonne nouvelle à la ville. Il expliquera comment il a investi en Provence, comment il a transformé ses champs de lavande inutiles en une opportunité. Et à ce moment-là, dis-je, nous ferons notre propre spectacle. J'ai pointé du doigt sur la carte le bâtiment situé juste en face de la mairie, à l'autre bout de la place. C'est ici, dis-je, le Coq d'Or, le plus ancien bistrot de la ville. Son propriétaire, Monsieur Frémont. Il y a 3 mois, Girard a tenté de faire fermer la terrasse de Frémont au motif qu'elle gênait les piétons. Frémont déteste Girard. Et surtout, le grenier de son bistrot, au 3e étage, donne directement sur la façade de la mairie. Que faisons-nous? Demanda Alexandre. Accrochons-nous une banderole? Non, répondis-je. Mieux, un projecteur. Cette nuit-là, dans la nuit du 13 au 14, nous installerons un projecteur industriel, du type utilisé pour les concerts, juste en face de la mairie, sur le dépôt de Frémont. Maître Dupont écarquilla les yeux. Que vas-tu projeter? L'épreuve, répondis-je. Mais ce que Cécile a entendu ne suffit pas. Il nous faut des documents. Monsieur Blanc. Blanc hocha la tête, il avait compris. L'accident de chantier du fils de Madame Valette à Marseille. Les faux rapports de sécurité. Je vais trouver ces rapports. Même s'ils ne portent pas la signature de Girard, il y a forcément des traces de la manière dont il a sauvé le fils de Valette. Alexandre, dis-je à mon père, j'ai besoin d'un lien entre la société Écran, Europa Investissement et Euromarché. Un contrat, un email, n'importe quoi qui prouve que ce pot de vin de 2 millions d'euros était un acompte pour la vente des terrains. Mon père sourit. Mon équipe à Genève examine déjà les serveurs d'Euromarché au Luxembourg. Dans le milieu bancaire, on appelle cela une identification hostile. Je trouverai ce contrat, Sophie, même s'il est sous forme numérique. Et vous, maître Dupont, dis-je, vous allez vous occuper de la tâche la plus importante. Et, quelle est-elle? Demanda-t-il, toujours stupéfait par la folie du plan. Vous, dis-je, le 14 juillet, à 12h05, vous serez sur cette place avec les mandats d'arrêt signés. Pour Girard, pour Antoine, et pour ce notaire escroc, pour falsification de testament, pour abus de pouvoir, et pour chantage. Le visage de maître Dupont s'illumina de la plus grande satisfaction qu'un avocat puisse ressentir. Je le ferai, dit-il, je le ferai avec grand plaisir. Très bien, dis-je.
Nous avons 6 jours avant le vote. Dans 6 jours, Monsieur Blanc doit trouver ses rapports à Marseille et Alexandre doit trouver ce contrat à Luxembourg. Je vais convaincre Monsieur Frémont d'organiser un spectacle lumineux spécial pour le jour de la Bastille. Ces 6 jours ont été un véritable cauchemar. Monsieur Blanc a rencontré les patrons syndicaux les plus dangereux de Marseille. 2 jours plus tard, il est revenu avec un dossier de faux rapports de sécurité signé par le fils de Valette, suivi immédiatement par la donation de Girard à ce syndicat pour des aménagements paysagers sur le budget municipal. C'était la preuve du chantage. Alexandre a travaillé toute la nuit avec son équipe à Genève. À 3 heures du matin, 2 jours avant le vote, il est venu dans mon bureau. Il avait une clé USB à la main. Elle provient du serveur d'Europa Investissement, m'a-t-il dit. Il s'agit d'un contrat de vente secret signé avec la société Écran de Girard, AG Conseil, qui garantit la vente des terrains après le changement de zonage. Il est signé par Antoine. Il ne restait plus qu'1 jour avant le vote. Si vous voulez voir comment un tyran, au sommet de sa puissance, peut être renversé au moment même où il croit tout posséder. Si vous voulez voir ce visage arrogant se fissurer devant toute la ville, prenez juste une seconde. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche, parce que je vous promets que ce qui va se passer dans le prochain épisode en vaudra la peine. 13 juillet, réunion du conseil municipal. Dans la chambre d'hôtel, nous regardions la retransmission en direct de la réunion du conseil municipal. Personne d'autre ne la regardait, car Girard avait inscrit la réunion au titre de discussion technique sur le budget. C'était le dernier point à l'ordre du jour. Girard a pris la parole. Et enfin, le reclassement des champs de Gordes à des fins de développement régional. J'ai vu le visage de Madame Valette. Elle était livide, elle tremblait. Le vote a été effectué. Accepté, accepté, accepté. C'était au tour de Valette. Il ferma les yeux. Accepté, murmura-t-il. Girard sourit. À l'unanimité, dit-il en regardant la caméra, c'est accepté. C'est un jour historique pour Aix-en-Provence. Antoine, debout derrière son père, souriait. La diffusion fut interrompue. Maître Dupont se leva avec colère. Il l'a fait. Ce monstre, il a forcé cette femme à faire ça. Je restai calme. J'éteignis la télévision. Oui, dis-je. Il l'a fait. Je me dirigeai vers la terrasse. Dehors, les habitants du village décoraient les rues pour les célébrations du 14 juillet. Ils accrochaient des drapeaux français. Le piège est tendu, dis-je en regardant la mairie en contrebas. Le serpent est sorti de son trou. Alexandre s'est approché de moi et a posé sa main sur mon épaule. Demain, a-t-il dit, la plus grande chasse de Provence commence. Le matin du 14 juillet, Aix-en-Provence était en fête. Les rues et la place devant la mairie étaient décorées de drapeaux bleus, blancs et rouges. Les enfants avaient le visage peint et les familles se précipitaient avec leurs paniers de pique-nique pour trouver la meilleure place. Il y avait dans l'air l'odeur du défilé militaire, du pastis à l'anis et des baguettes fraîchement cuites. Tout le monde faisait la fête. Tout le monde, sauf nous. Nous étions dans ce dépôt poussiéreux et chaud, au 3e étage du bistrot Le Coq d'Or, en face de la place. Notre salle de guerre. Monsieur Frémont, le propriétaire du bistrot, avait autorisé l'installation du projecteur. Il détestait tellement Girard qu'il ne nous avait même pas demandé ce que nous allions faire. Si cela peut gâcher la journée du maire, avait-il dit, mon entrepôt est à votre disposition. Monsieur Blanc, l'ancien gendarme, essuya une dernière fois la lentille de l'énorme projecteur. L'appareil était aussi gros qu'un moteur de voiture et visait directement la façade crème et majestueuse de la mairie. La clé USB, notre arme, était branchée sur l'ordinateur portable à côté du projecteur. Alexandre, mon père, était au téléphone. Oui, maître Dupont. Tout est prêt. Parfait. Où sont les policiers? Compris. Ils attendent dans la foule, au coin sud de la place. Ils passeront à l'action dès qu'ils auront reçu le signal. Il s'est tourné vers moi. Sophie, tu es sûre? Je l'ai regardé dans les yeux. Je n'avais pas fermé l'œil de la nuit, mais je n'étais pas fatiguée. Au contraire, je n'avais jamais été aussi alerte, aussi concentrée de ma vie. Pour ma mère, ai-je répondu. Pour ses chants. Et pour tous ceux qui, comme Madame Valette, ont dû céder au chantage. Je regardais la place en contrebas. Il était presque midi. La foule débordait de la place. Milliers de personnes attendaient le discours traditionnel du maire pour le 14 juillet. Et puis, il est apparu. Monsieur Girard est apparu au balcon de la mairie. Il portait son plus beau costume, avec une cocarde aux couleurs du drapeau français à la boutonnière. À ses côtés se tenait son fils Antoine, tout sourire. Girard, tel un empereur romain, ouvrit les bras et salua la foule. Les applaudissements fusèrent. Il était le roi de cette ville. Et il adorait ça. Il s'approcha du micro. Sa voix résonna puissamment dans les haut-parleurs placés aux 4 coins de la place. Chers habitants d'Aix, mes chers compatriotes, je le regardais depuis la fenêtre de l'entrepôt. Son visage arrogant, suffisant.
Aujourd'hui, rugit-il, nous ne célébrons pas seulement notre fête nationale, mais aussi l'avenir glorieux de notre ville. Je suis devant vous pour partager un moment historique pour Aix-en-Provence. La foule applaudit. Nos efforts de plusieurs mois, a-t-il poursuivi, ont enfin porté leurs fruits. Hier soir, notre conseil municipal a approuvé à l'unanimité un nouveau plan de développement qui apportera un investissement colossal à notre ville. Je sentis Alexandre retenir son souffle à côté de moi. Nous avons fait le premier pas pour transformer ces anciens champs de lavande, que certains qualifient des inutiles. Dit-il avec un sourire moqueur, en le plus grand et le plus moderne centre commercial de Provence. Euromarché, c'est des centaines de nouveaux emplois, des milliards d'euros d'investissement. Certains dans la foule applaudirent, d'autres murmurèrent avec étonnement des champs de lavande. Girard savourait sa victoire. Tout se passait exactement comme je le voulais. Le serpent était complètement sorti de son trou. Je pris ma radio. Elle était connectée à Maître Dupont et Monsieur Blanc. Maintenant, Monsieur Blanc. Murmurai-je. Blanc appuya sur la touche entrée de son ordinateur portable. Le projecteur se mit en marche dans un puissant VUM. Et à ce moment-là, juste au moment où Girard disait cette victoire, toute la façade de la mairie se transforma en un écran géant de 10 mètres de haut. Sur le mur juste derrière Girard, la première preuve fut projetée en lettres géantes, coupant court à ces paroles. Contrat DE vente PONFI DNTI LPARTI. 1 Europa Investme Luxembourg partie 2, propriétaire de la société. ANTOEN Girard Objet, vente des terrains DEGORDIS prix DE vente. 30 millions d'euros et l'applaudissement dans la salle. Se sont figés. Ce silence, ce moment où des milliers de personnes retinrent leur souffle, fut le silence le plus effrayant que j'ai jamais entendu de ma vie. Girard n'avait pas compris ce qui se passait derrière lui. Il s'est retourné pour voir pourquoi la foule s'était tue. Il vit sa signature, le nom de l'entreprise de son fils et les 30 millions d'euros. Son visage. L'expression qui s'y lisait. J'ai gravé ce moment à jamais dans ma mémoire. L'arrogance a laissé place à la stupéfaction, puis à la prise de conscience et enfin, à une panique pure et animale. C'est un, balbutia-t-il dans le micro. Une erreur technique. Une cyberattaque. Mais il était trop tard. Monsieur Blanc appuya à nouveau sur Entrée. L'écran changea. Il affichait désormais les faux rapports de sécurité obtenus par le fils de Valette sur le chantier de Marseille. Preuve DE chantage. Faux rapport DE sécurité paiement pot DE 20. Versé au syndicat au titre DE aménagement paysager. Sur le budget MUNICIPA et l'objectif garantir le vote du conseil, un murmure s'éleva dans la foule. Du chantage? Il a menacé Valette? Mensonge? Cria Girard dans le micro. Ce sont des montages. Dame calomnie. Et le dernier. Me dis-je. Blanc appuya une nouvelle fois sur le bouton. La dernière image projetée sur la façade de la mairie était la plus simple de toutes. Mais c'était aussi la plus mortelle. À gauche, il y avait la véritable signature tremblante de ma mère, écrite pendant ses derniers jours à l'hôpital. À droite, il y avait la fausse signature, forte et assurée, celle du testament. Et entre les deux, un seul mot était écrit en lettres rouges géantes, FALS, et les silences qui régnaient sur la place fut alors déchiré par un seul cri. Voleur. Puis un autre. Faux. Assassin. Tu as volé l'héritage de notre mère. La foule était en délire. Huées, sifflets, colère. La place, qui était un lieu de fête, s'était transformée en tribunal. En lieu de révolte, Antoine a tenté de s'échapper par le balcon. Mais 2 agents municipaux l'ont retenu. Girard, collé au micro, criait « Calmez-vous. C'est un complot. Mes ennemis. Mes ennemis. » Mais sa voix se perdait dans le brouhaha de colère de son propre peuple. À ce moment-là, la foule s'est écartée. Maître Dupont, accompagné de 2 policiers en civil, s'est dirigé d'un pas décidé vers la porte principale de la mairie. Depuis la fenêtre de l'entrepôt, je l'ai regardé sortir sur le balcon. Les policiers éloignèrent Girard du micro. Maître Dupont s'approcha du micro. Sa voix résonna clairement et froidement dans toute la place. « Robert Girard, dit-il, l'homme qui m'a traité d'imposteur lors des funérailles de ma mère, a prononcé son nom devant toute la ville, au nom de ma cliente Sophie Dubois. Vous êtes en état d'arrestation pour faux testament, abus de pouvoir, corruption et chantage envers Madame Valette. » L'un des policiers saisit Girard par les bras et lui passa les menottes. À ce moment-là, ce clic, même si je ne l'ai pas entendu, je l'ai senti. Antoine était menotté. Juste en dessous du balcon, j'ai aperçu une femme dans la foule. Madame Valette. Elle pleurait. Mais ce n'était pas des larmes de douleur. C'était des larmes de soulagement. J'ai vu le jeune homme à côté d'elle. Mon apprenti, Luc. Il me regardait, il regardait l'entrepôt. Il avait le sourire aux lèvres. J'ai tourné les yeux vers cet homme, mon beau-père, que les policiers ramenaient de force dans le bâtiment. Je n'avais pas gagné. Justice avait été faite, dans cet entrepôt poussiéreux du 3e étage du Coq d'Or.
Il n'y avait aucun bruit, à part le ronronnement du ventilateur du projecteur qui ralentissait. La place en contrebas était en proie au chaos. Girard et Antoine ont été expulsés de force par la police par la porte principale de la mairie, et la foule s'est scindée en deux comme une mer agitée. Les gens criaient. Les huées et les cris de voleurs se mêlaient. Les journalistes, les reporters locaux présents pour la fête nationale, se bousculaient pour prendre des photos de ce scandale qui venait d'éclater. Les sirènes des voitures de police couvraient la musique de la fanfare du 14 juillet. Le mot faux, écrit en lettres géantes sur la façade de l'hôtel de ville, restait visible, comme gravé dans la pierre. Même après l'extinction des projecteurs, j'ai vu l'homme emmené de force depuis le balcon jeter un dernier regard vers la place. Son visage ne reflétait plus ni colère ni panique, seulement le vide d'un homme complètement brisé. À ce moment-là, j'ai senti fondre en moi cette détermination d'acier, cette colère glaciale. La glace a laissé place à quelque chose que je gardais en moi depuis 6 mois, peut-être même depuis 28 ans. Mes genoux se sont dérobés sous moi. Si mon père, Alexandre, ne m'avait pas retenu par le bras à ce moment précis, je me serais effondré sur le sol poussiéreux de l'entrepôt. C'est fini, ai-je murmuré. C'est vraiment fini. Oui, Sophie, a répondu Alexandre, d'une voix aussi fatiguée que la mienne. C'est fini. Tu as réussi. Monsieur Blanc s'éloigna du projecteur et s'approcha de nous à pas lourd. Tu as demandé une exécution, ma fille, dit-il en me tapotant l'épaule. Aix-en-Provence n'avait pas vu une telle exécution depuis l'Empire romain. C'était du beau travail. Maître Dupont nous appela par talkie-walkie. Je suis sur la place. Les arrestations sont terminées. Le faux notaire a été menotté dans son bureau. Le député Leblanc a commencé à parler dès que Girard a donné son nom. C'est un effet domino. Il tombe tout. Qu'en est-il de Romarché demanda Alexandre dans la radio. Ah, dit Dupont, la joie perceptible dans sa voix. Le siège social à Paris doit avoir reçu la nouvelle de ce contrat de vente secret que nous diffusons actuellement. Leur lien avec le fonds luxembourgeois. C'est un scandale national. Leur équipe juridique est en train de nier tout leur lien avec Girard. Cet hypermarché ne sera jamais construit dans ces champs. Je vous le garantis. Je me dirigeais lentement vers les escaliers. Je dois y aller. Où ça demanda Alexandre. En bas, répondis-je. Je dois les voir. Nous sommes sortis de l'entrepôt. Monsieur Frémont, le propriétaire du bistrot, nous attendait en haut des escaliers. Il avait le sourire d'un homme qui vit le plus beau jour de sa vie. Mademoiselle, dit-il en retirant son chapeau, le bistrot. Le bistrot est à vous. Ce soir, tout est offert par la maison. Je souris. Merci, monsieur Frémont. Aujourd'hui, c'est le jour de Toutès. Nous sommes entrés dans la place. La foule était toujours là, mais ce n'était plus une foule en colère. Sous le choc, les gens s'étaient transformés en petits groupes qui discutaient et chuchotaient. Ils nous ont vus, moi et l'homme étranger à mes côtés, Alexandre. Les chuchotements se sont intensifiés. Les gens ont commencé à me pointer du doigt. C'est bien elle, la fille adoptive de Girard, Sophie. Et puis, quelqu'un dans la foule s'est mis à courir vers moi. C'était mon apprenti, Luc. Quand il m'a rejointe, il n'a pas hésité. Il a couru vers moi et m'a serré dans ses bras. Ce jeune homme de 20 ans, plus grand que moi, pleurait sur mon épaule comme un enfant. Tu as réussi, Sophie, a-t-il dit entre deux sanglots. Tu l'as battu. Tu as battu cette ordure. Nous l'avons vaincu, Luc, ai-je répondu en le serrant fort dans mes bras. Nous l'avons vaincu. Derrière Luc se tenait sa mère, Cécile, une femme silencieuse, honnête, héroïque. Son visage était baigné de larmes. Et à côté d'elle, il y avait Madame Valette. Je me suis dirigée vers elle. À ce moment-là, sur cette place, c'était la personne à qui j'avais le plus envie de parler. Je me suis arrêtée devant elle. Je ne savais pas quoi dire. Je suis désolée, murmurai-je, pour vous avoir mis, vous et votre fils, dans cette situation. Madame Valette, cette femme forte et fière, leva la main et la posa sur ma joue, tout comme ma mère l'aurait fait. Non, mon enfant, dit-elle d'une voix tremblante. Ne t'excuse pas. Tu m'as sauvé. Cet homme avait fait peser la faute de mon fils sur ma tête comme un nœud coulant. Je vivais avec ce nœud depuis des mois. Aujourd'hui, tu as coupé cette corde. Mon fils. Mon fils paiera pour son erreur. Mais au moins, nous sommes libres désormais. Tu as libéré tout le village. Je l'ai serré dans mes bras. Et à ce moment-là, j'ai compris que je n'avais pas seulement sauvé les champs de lavande. Ce que j'avais sauvé, c'était l'honneur de ma mère. Mon honneur. Et l'honneur de tous ceux que Girard avait réduits au silence par le chantage. À ce stade, qu'auriez-vous fait à ma place, lorsque justice est faite, lorsque la guerre est terminée? Que reste-t-il? De la colère? De la satisfaction? Ou simplement, un vide? Je veux vraiment savoir ce que vous ressentez dans vos commentaires, parce que ce que j'ai ressenti à ce moment-là,
C'était seulement de la paix. Alexandre, mon père, est venu vers moi. Au milieu de cette foule, sur cette place, pour la première fois depuis 28 ans. Mon père m'a prise dans ses bras. Il est temps de rentrer à la maison, Sophie, m'a-t-il dit. J'ai hésité. À la maison? Quelle maison? Girard avait également pris la maison avec ce faux testament. Non, ai-je répondu. Cette maison n'est plus à moi. Maître Dupont s'est approché de nous, toujours avec son sourire radieux de victoire. Ah, à propos de cela, a-t-il dit. Dès que la falsification du testament a été prouvée, tous les documents du notaire ont été invalidés. La maison, les champs. Tout vous a été restitué, à vous qui en êtes l'héritière légitime, mademoiselle Dubois. Cette maison vous appartient désormais légalement. Je me suis retournée et j'ai regardé mon père. Non, ai-je dit. Papa, cette maison est à nous. 6 mois plus tard, j'étais assise dans la salle haute de plafond et lambrissée du tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence. La chaleur de juillet avait disparu. Dehors, il faisait un froid glacial et les branches des platanes dénudées du cours Mirabeau s'étiraient vers le ciel pâle. Les suites de l'hôtel qui nous servait de quartier général avaient été vidées depuis longtemps. Monsieur Blanc était retourné à son travail de consultant. À Marseille. Maître Dupont était dans son bureau à Paris, mais il était à mes côtés pour cette dernière audience. Mon père, Alexandre, était assis juste derrière moi, et à la barre des accusés. Ils étaient là. Robert Girard. Il n'était plus maire. Son arrogance avait disparu. Les 6 mois passés en détention l'avaient épuisé. Il avait perdu du poids, ses costumes coûteux et sur mesure avaient disparu, il portait une chemise défraîchie que lui avait apportée son avocat. Son visage était gris, mais ses yeux étaient toujours les mêmes. Une masse de glace inexpressive, froide et ne montrant aucun signe de remords. À ses côtés se trouvait son fils, Antoine. Antoine n'était pas comme son père. Il était complètement effondré. À côté de son père, il semblait tout petit, comme un enfant. Il se rongeait les ongles. Les yachts coûteux, les fêtes luxueuses à Marseille, les 2 millions d'euros gagnés facilement. Tout avait disparu. Il ne restait plus que la peur. Le procès avait duré 6 mois. Mais le verdict était déjà connu depuis le 14 juillet, lorsque les documents avaient été projetés sur la façade de la mairie. Il s'agissait plus d'une formalité que d'un procès. Maître Dupont a prononcé son discours de clôture. Il ne s'est pas exprimé comme un avocat, mais comme un historien. Il a raconté comment ma mère avait été contrainte au mariage par chantage, l'obsession de Girard pour ses champs depuis 28 ans, la terrible falsification du testament, le contrat secret conclu avec Euromarché, enfin, le crime le plus grave, le chantage exercé sur Madame Valette. Madame Valette avait témoigné au procès. Son fils avait fait l'objet d'une enquête à cause de ses faux rapports à Marseille et avait été radié de son profession. Mais Madame Valette, à la barre, avait regardé Girard dans les yeux et avait déclaré « Mon fils paye le prix de son erreur. C'est maintenant votre tour, Monsieur Girard. » Les preuves étaient si accablantes que les avocats de Girard n'ont même pas pu présenter de défense. Ils ont tenté d'invoquer l'aliénation mentale. Mais le juge s'est contenté d'en rire. Le moment du verdict était venu. Le juge a regardé Girard, puis Antoine par-dessus ses lunettes. « Robert Girard, dit-il d'une voix qui résonna dans la salle. Vous avez souillé la fonction sacrée que cette ville vous avait confiée, cette fonction, par votre ambition personnelle et votre cupidité. Vous avez volé l'héritage d'une famille. Vous avez fait chanter une femme sans défense. Et vous avez menti à tous les habitants de cette ville, pour falsification de testament, abus de pouvoir, chantage, corruption et complot. » Le juge marqua une pause. Je vous condamna. 10 ans de prison. Un murmure s'éleva dans la salle. 10 ans. Pour un homme de son âge, cela équivalait à une peine à perpétuité. Girard ne réagit pas. Il ferma simplement les yeux. Antoine Girard, dit le juge en se tournant vers Antoine. Vous vous êtes rendu complice des crimes de votre père. Vous avez créé une société écran, blanchi les revenus illicites et tiré activement profit de ce complot. Antoine se mit à pleurer. Mon père m'a dit, balbutia-t-il, ce que votre père vous a dit le juge d'un ton sévère, ne vous a pas empêché de dépenser 20 millions d'euros. Pour complicité de crime. 5 ans de prison. Non, non. Les cris d'Antoine se perdirent parmi les gendarmes qui lui passaient les menottes. Girard se leva sans dire un mot. Alors qu'on l'emmenait, il s'arrêta un instant. Et il me regarda. Je n'ai vu ni haine ni colère dans ses yeux. Seulement, une froide prise de conscience. La prise de conscience de la défaite. Je n'ai pas détourné les yeux. À ce moment-là, je ne me suis pas réjoui. Je n'ai pas applaudi. J'ai seulement senti que le poids énorme qui pesait sur ma poitrine depuis 28 ans, peut-être depuis ma naissance, s'était envolé. J'ai pris une profonde inspiration. Ce jour-là, ils n'ont pas été les seuls à être punis. Ce notaire frauduleux a été radié de son ordre et condamné.
à 3 ans de prison pour complicité. Le député Leblanc a été condamné à 2 ans de prison pour avoir accepté des pots de vin en échange de dettes de jeu. Et Euromarché? Ah, Euromarché. Le spectacle lumineux du 14 juillet s'était transformé en scandale national. Les journaux Le Monde et Le Figaro avaient titré le scandale de la lavande en Provence. Le PDG d'Euromarché a dû démissionner lorsque ses liens avec ce fonds écran luxembourgeois ont été révélés. Le fonds Europa Investissement a été fermé et les projets d'ouverture d'un hypermarché à Aix-en-Provence ont été définitivement abandonnés. Alors que la salle d'audience se vidait, je suis resté assis à ma place. Et vous, qu'en pensez-vous? La justice a-t-elle été rendue? 10 ans était-ce suffisant pour ces mensonges qui ont coûté une vie? Ou bien Girard avait-il déjà purgé sa peine devant le public le jour où il a été jeté du balcon? Partagez votre opinion dans les commentaires, car parfois, la justice consiste davantage à briser ce masque d'arrogance qu'à envoyer quelqu'un en prison. Maître Dupont s'est approché de moi et m'a serré la main. C'est fini, Sophie. Nous avons gagné. Oui, ai-je répondu. Nous avons gagné. Je me suis levée. Je suis sortie du salon. Mon père, Alexandre, m'attendait sur les marches en marbre du tribunal. Il s'est approché de moi et a passé son bras autour de mes épaules. Nous avons regardé silencieusement la neige tomber. La guerre était finie. Les méchants avaient perdu. Et nous? Que deviendrions-nous? Ce jour-là, pour la première fois depuis 6 mois, nous sommes retournés dans cette maison, la maison de ma mère, notre maison. Les scellés de la police avaient été retirés. Toutes les affaires de Girard et Antoine avaient été entreposées dans un garde-meuble. La maison était silencieuse. Mais ce n'était plus un quartier général de guerre ni une maison en deuil. C'était un foyer. Mais je n'allais pas tarder à apprendre que reconstruire, commencer une nouvelle vie. Parfois, cela peut être bien plus difficile que de détruire un empire. 1 an et demi après le procès. Nous sommes aujourd'hui le 14 juillet, le jour de la prise de la Bastille, mais je ne suis pas sur la place chaotique devant la mairie. Je suis sur cette colline à Gordes. Je me tiens au milieu des champs de lavande de ma mère. Le soleil est sur le point de se coucher et la Provence a peint le ciel de violet, d'orange et de ce rouge si célèbre. Dans l'air, il n'y a que le bruit du vent et le parfum intense et apaisant de millions de fleurs de lavande. À la fin du 9e chapitre, je vous avais dit reconstruire est plus difficile que détruire. Et c'était la chose la plus vraie que j'avais jamais dite. Détruire Girard et son empire sur ce balcon. Cela m'avait pris une journée, mais faire naître une nouvelle vie de ces décombres. Voilà, c'était ça, le vrai combat. Après le procès, lorsque nous sommes retournés dans cette maison, la maison de ma mère, notre maison. Elle était vide, certes, mais elle était aussi froide. Chaque recoin était hanté par les mensonges de Girard et la douleur silencieuse de ma mère. Ma boulangerie, le rêve de lavande. Les hommes de Girard l'avaient saccagée juste avant qu'elle ne soit mise sous scellé. Les sacs de farine avaient été déchirés, les résistances des fours avaient été démontées. Il ne restait plus qu'un champ de ruines. Les champs. Oui, les champs m'appartenaient. Légalement. Mais je n'étais qu'un boulanger. Un boulanger qui ne savait pas quoi faire d'un terrain protégé s'étendant sur des kilomètres. Les habitants du village étaient divisés en 2 camps. La majorité me considérait comme une héroïne, la fille qui avait tué le dragon. Mais les milieux où Girard était encore puissant, ces vieilles familles riches, ils me détestaient. Ils me voyaient comme cette étrangère soutenue par l'argent suisse, qui avait terni la réputation d'Aise dans la presse nationale. Le premier mois, je n'ai fait que pleurer. Cette colère froide avait disparu, ne laissant place qu'à la fatigue. Un soir, mon père Alexandre m'a trouvé devant ce four détruit, en train de regarder la farine accumulée sur le sol. Il s'est assis à côté de moi. Je vais te confier un secret, Sophie, m'a-t-il dit avec son accent genevois. Tu as battu Girard comme un politicien, mais maintenant, tu penses comme un boulanger. C'est une erreur. Je l'ai regardé. L'héritage de ta mère n'est pas ses ruines, dit-il. L'héritage de ta mère, ce sont ses champs. Ces champs pour lesquels Girard a tout risqué. Il connaissait leur véritable valeur. Maintenant, c'est à nous de les exploiter. Pense comme un banquier, Sophie, m'a-t-il dit. Quels sont tes actifs? Premièrement, l'une des terres agricoles les plus précieuses de France. Deuxièmement, une marque appelée le rêve de lavande, qui a aujourd'hui une histoire tragique connue dans toute la France. Troisièmement, le capital et les connaissances financières illimitées que tu peux obtenir de moi. Et à ce moment-là, le feu qui brûlait en moi s'est rallumé. Nous avons d'abord reconstruit le four, mais pas comme avant. Nous avons transformé cette petite boutique du cours Mirabeau en la boulangerie et salon de thé la plus chic de Provence. Dame comptoir en marbre, des fauteuils en velours couleur lavande. Mais ce n'était que le début. Nous sommes allés dans les champs de ma mère, grâce au génie financier d'Alexandre et aux manœuvres juridiques de Maître Dupont.
Nous avons obtenu l'autorisation d'y installer un établissement sans modifier le statut de zone agricole protégée. Des champs. Quel type d'établissement? Pas un hypermarché géant. Une petite distillerie élégante. Une installation de distillation. Maintenant, debout au milieu de ces champs de lavande. Je regarde derrière moi la nouvelle installation que nous avons construite à côté de l'ancienne ferme en pierre de ma mère. Le rêve de lavande n'est plus seulement une boulangerie, c'est une marque. Nous cultivons notre propre lavande. Nous produisons notre propre huile de lavande, notre propre savon, notre propre miel. Et oui, nous continuons à fabriquer le célèbre pain à la lavande selon la recette de ma mère. Et nous vendons tous ces produits dans les boutiques gastronomiques les plus luxueuses de Paris, de Lyon et même de Genève. Ces champs que Girard essayait de vendre pour 30 millions d'euros nous rapportent aujourd'hui chaque année bien plus que cette somme. C'était mon empire, et je n'aurais pas pu y arriver sans mes alliés. Luc n'est plus mon apprenti. Il est le directeur général de la boulangerie et du salon de Tédès. Sa mère, Cécile, cette femme discrète et héroïque, est la directrice financière de toute l'opération. Madame Valette, l'incarcération de Girard a coûté la carrière de son fils, certes, mais elle a sauvé l'honneur de sa famille. Le mois dernier, lors des élections partielles, elle a été élue nouvelle maire d'Aix-en-Provence. Elle a juré de nettoyer la ville des vestiges de la corruption de Girard. Et mon père, Alexandre. J'ai entendu un bruit de pas derrière moi. Vous appréciez la vue, présidente? Dit-il. J'ai souri. Je regarde ce que nous avons accompli, papa. Il s'est arrêté à côté de moi et a passé son bras autour de mes épaules. Il ne vivait plus à Genève. Il partageait son temps entre ses champs en Provence et notre nouveau bureau à Paris. Il n'avait pas retrouvé l'amour qu'il avait perdu 28 ans plus tôt. Mais il avait trouvé une fille et une nouvelle vie. Ta mère, dit-il en regardant les champs, aurait été fière de toi, Sophie. Je sais, répondis-je, les larmes aux yeux. Je l'ai fait pour elle. Non, dit-il en se tournant vers moi. Tu as commencé cela pour elle. Mais tu as réussi. Tu as réussi pour toi. Et à ce moment-là, au milieu des champs de lavande, le jour de la Bastille, j'ai senti le dernier poids qui pesait sur moi s'envoler. Je n'étais plus la belle-fille de Girard. Je n'étais plus cette petite boulangère effrayée. J'étais libre. Et c'est ainsi que nous arrivons à la fin des mensonges de lavande en Provence. Je vous remercie tous de m'avoir accompagné dans ce long, difficile et sombre voyage et de m'avoir donné de la force par vos commentaires et votre soutien. Cette histoire montre comment, même dans les nuits les plus sombres de la trahison, une petite lueur de justice peut briller. Maintenant, pour la dernière fois, je suis curieuse de connaître votre avis. Pensez-vous que le parcours de Sophie est terminé? Girard et Antoine, avec respectivement 10 et 5 ans de prison, ont-ils vraiment reçu la punition qu'ils méritaient? Et surtout, dans notre prochaine histoire, quel type de justice aimeriez-vous que nous recherchions? Partagez vos dernières réflexions sur toute cette histoire dans les commentaires. En attendant de résoudre le prochain sombre mystère, n'oubliez pas de vous abonner et de garder cette cloche allumée. Je suis Sophie, et ceci était mon histoire.